À première vue, il n'y a rien de si terrible. Une boule argentée à l'intérieur d'une structure métallique. Mais cela n'a rien d'effrayant. Sauf si vous savez ce qu'est cette boule. C'est ce que l'on appelle un noyau démoniaque, le cœur des bombes atomiques. L'alliage contient du plutonium fissile, entouré de carbure de tungstène. Un réflecteur qui excite le noyau et le rend instable. Il suffit d'un contact pour être paralysé. Il suffit d'un geste brusque pour être tué. Si vous le laissez sans surveillance, il se passera quelque chose d'encore plus grave. Les scientifiques qui ont étudié ce noyau ont compris qu'il était dangereux, mais ils ont ignoré la voie de la raison. Qu'est-ce qu'il prépare? D'où vient le nom de démon? Et où est-il aujourd'hui? Comment le démon a-t-il tenté de rejoindre son créateur? Et comment tous ceux qui l'entourent ont-ils été possédés? Il fut un temps où le tableau périodique s'arrêtait à l'élément numéro 92, l'uranium. Puis elle est arrivée, Lise Meitner. Physicienne et radiochimiste autrichienne, scientifique phénoménale, première femme professeure dans l'histoire de l'université de Berlin. C'est elle qui a résolu l'énigme qui tourmentait tout le monde, le processus de fission nucléaire. Elle a expliqué comment on pouvait obtenir de nouveaux éléments en attaquant l'uranium avec des neutrons. Et surtout, d'où vient l'énergie. Lise pensait vraiment servir la science et le monde en résolvant cette énigme. Mais dès que le président des États-Unis, Roosevelt, a appris la découverte, il a ordonné aux scientifiques de se taire et aux militaires d'organiser un projet secret de développement d'armes nucléaires. Des millions ont été dépensés. Les meilleurs scientifiques et ingénieurs étrangers ont été emmenés au laboratoire fermé de Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique. L'endroit où la découverte de Lise a été mise en pratique et où le démon a obtenu un vaisseau. Mais qui l'a réveillé? La chaude soirée du mois d'août 1945. Un jeune scientifique de Los Alamos, Harry Daghlian Jr., quitte son cabinet après une journée de travail. Ayant fini de dîner vers 9 h, Harry décide de rentrer. Il passe devant l'agent de sécurité, qui est un peu surpris, mais le laisse quand même entrer. À ce moment-là, le scientifique décide de mener une expérience avec le noyau démoniaque. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Et pourquoi à une heure aussi tardive? Il plaça la balle entre des blocs de carbure de tungstène, qui servaient de réflecteur aux neutrons provenant du noyau. Avec l'ajout de chaque nouveau bloc, le cœur s'approchait d'un état dangereux. Lorsque les neutrons n'ont nulle part où aller, une réaction en chaîne incontrôlée se déclenche. En voulant installer un nouveau bloc, Daghlian l'a fait tomber en plein sur le plutonium et soudain, un flux de lumière bleue s'abat sur le plafond. Daghlian tente de détruire la construction du bloc et d'apaiser le noyau. Mais il est trop tard. C'est ce qui s'est passé. La peau de sa main se couvre d'ampoules et se détache. Harry tomba dans le coma et mourut 25 jours plus tard d'une grave maladie des radiations, devenant ainsi la première victime d'un noyau sinistre. Il avait 24 ans. Meitner était-elle au courant? Non, elle ne le savait pas. Chassée par les nazis, loin de tous, elle s'est plongée à corps perdu dans son travail. Pendant ce temps, le démon essayait de la retrouver. Otto Frisch, le neveu de Lise, a rejoint un projet secret américain dans le cadre de la mission britannique. Prévoyant un emploi intéressant à Los Alamos, il demande à Lise de le rejoindre et de l'accompagner. Lise aimait Otto comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Frisch était présent lorsqu'elle a découvert la fission. Mais Lise a répondu à son offre comme elle seule pouvait le faire. Je n'ai rien à voir avec la bombe. Mais la malédiction du noyau démoniaque s'arrête-t-elle là? Un an après Daghlian, le scientifique Louis Slotin répète l'expérience avec le noyau. Il l'a fait une douzaine de fois et s'est senti très confiant. Le 21 mai 1946, Slotin décida de mener une expérience imprévue en présence de plusieurs collègues. Le scientifique place le noyau de plutonium entre deux hémisphères qui servent de réflecteurs. Pour ne pas partager le sort de Daghlian, Louis Slotin tient la sphère supérieure, laissant la porte de sortie aux neutrons.
C'est malin, à part le fait qu'il le faisait avec un banal tournevis de voiture. Personne ne l'a arrêté, et à ce moment donné, le tournevis a glissé. Les sphères se sont refermées et la pièce s'est remplie d'une lumière bleue. Slotin a instantanément repoussé l'hémisphère, mais une seconde a suffi. Cette fois, il n'y a pas eu qu'une seule mort. Slotin mourut 9 jours plus tard dans une terrible agonie, à l'âge de 35 ans. D'autres personnes présentes sont mortes de maladies provoquées par les radiations. Les autres ont commencé à prendre au sérieux le pouvoir du noyau. Les autorités américaines ont décidé de détruire le noyau démoniaque en le faisant exploser lors d'essais nucléaires. Mais ils n'y sont pas parvenus. Le noyau était déjà trop instable. Le noyau a ensuite été fondu pour la fabrication d'autres armes. Le démon n'a pas disparu, mais d'une certaine manière, il a pris de nouvelles formes. En 1966, un avion américain B-52G patrouille dans la région comme à l'accoutumée, avec 4 bombes thermonucléaires à bord. Le carburant commence à s'épuiser rapidement. Le B-52G tente de se ravitailler en vol et entre en collision avec un avion ravitailleur. Mais des bombes qui sont tombées se sont rompues, provoquant une contamination du sol par les radiations. Tous les membres de l'équipage sont morts. 1968, autre incident. Un bombardier du même type effectue une patrouille de combat, également avec 4 armes nucléaires. Au cours du survol du Groenland, un incendie se déclare inexplicablement à bord. L'avion est condamné. Il s'écrase, laissant une énorme tache noire sur la glace. 3 munitions se sont effondrées et ont provoqué une vaste contamination des terres. La 4e, tombée dans l'eau, n'a jamais été retrouvée. Mais la liste des accidents tragiques liés au plutonium et à l'uranium continue. En 1978, le satellite soviétique Cosmos 954 effectuait une reconnaissance radar. Il était alimenté par 1 seul kilogramme d'uranium, identique à celui de la bombe larguée sur Hiroshima. Le satellite achevait sa mission survolant le Canada lorsque son équipement de bord a soudain cessé de fonctionner. Il s'est écrasé au sol, s'enflammant au passage. Plus d'une centaine de débris radioactifs se sont dispersés dans les territoires du nord-ouest du Canada, entraînant une contamination des terres et un scandale international. On pourrait croire qu'il s'agit là d'histoires du passé. Mais non, de tels cas se produisent en permanence, partout dans le monde, comme si le monde était à jamais maudit. Et tout cela à cause de la découverte de Lise Meitner, à la fois anodine et très importante. Mais comment s'est terminée son histoire? Lise Meitner a vécu le reste de sa vie en Angleterre. Elle reçut de nombreux prix et enseigna jusqu'à son dernier jour. Toute sa vie, elle a regretté que sa découverte ait été utilisée de cette manière. Elle n'avait pas de famille, pas d'enfants. Elle n'était possédée que par l'esprit d'exploration. Le noyau démoniaque n'avait pas pu mettre la main sur elle. Lise Meitner est morte à l'âge de 89 ans, dans son sommeil. Sa pierre tombale dit « Lise Meitner », une physicienne qui n'a jamais perdu son humanité. Et pourtant, pensez-vous que des personnes ont été possédées mystiquement par le noyau démoniaque pour de vrai? Ou s'agit-il d'une simple coïncidence? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.